Bonjour et bienvenue à ceux qui se sont connectés depuis durant ces 3 dernières minutes. Nous attendons Gwendal et les derniers retardataires pour commencer ce webinaire sur le photovoltaïque. Merci à tous d'être connectés. Nous sommes très heureux de pouvoir vous partager aujourd'hui tout ce que nous connaissons sur le photovoltaïque et à quel point c'est un sujet passionnant sur lequel il vaut bien se pencher. Nous allons donc débuter maintenant. J'espère que vous nous entendez toujours bien. Comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, vous y avez accès en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons au fil de la présentation ou à la fin de cette présentation. Ce webinaire durera environ 40 à 45 minutes. Donc, c'est parti. Rapidement nous présenter, bien sûr. Donc, je suis Rio Delavenne, responsable commercial en particulier des partenariats chez Alterwatt, et je suis accompagné aujourd'hui de Gwendal Gossi, qui est notre ingénieur expert du photovoltaïque et qui est là pour vous partager ses connaissances. Alors, Alterwatt, peut-être que vous nous connaissez déjà, peut-être que vous nous découvrez avec ce webinaire. Qui sommes-nous? Nous sommes une PME et de la conviction qu'une écologie intégrale est nécessaire. Et donc, notre objectif, ça va être d'aider nos clients, de vous aider peut-être à répondre à l'enjeu climatique en optimisant la consommation énergétique de vos bâtiments. Et donc, nos services vont être distingués en trois pôles distincts. Donc, un service études, voilà, tout ce qui est avant-projet en particulier pour voir si vos projets, en particulier sur le photovoltaïque, si vos projets sont viables, si c'est rentable d'investir dans le photovoltaïque, si c'est techniquement possible. Ensuite, un service travaux et enfin un service financement plus transverse pour vous aider à bénéficier de toutes les aides qui existent pour baisser vos charges concernant ces projets d'études ou de travaux. Et je laisse maintenant la parole à Gwendal. Merci beaucoup, Gwendal, de t'être libérée pour nous partager toute ton expérience. Bonne écoute à tous. Alors bonjour à tous. Premièrement, merci d'être venu assister à cette présentation. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi investir dans le photovoltaïque, quelles sont les raisons, quels sont les bénéfices à investir. Alors, là, juste changer de Rieux la présentation. Très bien, merci. Oui, donc excusez-moi. Alors déjà, pourquoi investir dans le photovoltaïque? Donc tout simplement, donc ça paraît un petit peu logique. Dès lors que vous avez une forte consommation d'électricité, il est intéressant de penser à comment vous pourrez consommer votre électricité d'une autre manière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est investir dans un projet rentable. Concrètement, c'est rare que je rende une étude où il y a un TRI de plus de 12 ans, donc un temps de retour sur investissement de maximum 12 ans, sachant que la durée de vie moyenne d'une installation, c'est 25 ans. Ça voudrait dire à peu près 13 ans de bénéfices nets. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rentable généralement, bien sûr. Hein. On ne peut pas généraliser complètement. Et aussi diminuer son impact carbone, justement pour avoir une solution qui n'émet pas de carbone dans la durée de son fonctionnement, bien entendu. La dernière aussi, c'est la réglementation. Donc, d'une part, le décret tertiaire, tout ce qui est autoproduit et consommé sur place est à réduire des consommations de décret tertiaire. Donc, c'est déjà, on va dire, assez intéressant. Et il y a aussi la loi APER, on en reparlera juste après, qui oblige à solariser une partie donc, des bâtiments et des parkings. Voilà. Et enfin, il y a le prix d'électricité donc qui augmente et qui augmentera toujours. Alors là, il y a aussi donc il y a le phénomène d'augmenter, mais il y a aussi le phénomène de fluctuation. Ce qui est intéressant quand on investit dans le photovoltaïque, c'est que on est décorrélé de cette fluctuation. Mais, on n'est pas là à regarder voilà les crises ukrainiennes ou quoi que ce soit comme conflit ou tension politique. Puisqu'on dépend plus essentiellement du réseau d'électricité, on est beaucoup moins dépendant de ces fluctuations.
Donc ça, c'est très intéressant. Alors déjà, petit récapitulatif technique de qu'est-ce qu'est le photovoltaïque. Bon, comme on le sait, le photovoltaïque, c'est ce qu'on voit, c'est les panneaux solaires, les capteurs solaires, donc ils vont venir capter la lumière du soleil, le convertir en courant, ce qu'on dit continu. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le courant continu, c'est pas ce que nous on consomme. On consomme du courant alternatif, celui qu'il y a dans les prises. Voilà, donc c'est pour ça qu'on passe par un onduleur pour pouvoir injecter ce courant qu'on a produit dans le tableau électrique et du coup soit le revendre premièrement donc directement sur le réseau donc ça va passer par le compteur et on peut directement l'injecter dans le réseau, ou sinon de l'autre côté on peut directement l'injecter dans les installations si tu peux juste dans les installations électriques qu'on a dans notre bâtiment, dans notre site. Donc en fait, tout se passe au niveau du tableau électrique et concrètement, comment ça fonctionne, les électrons vont là où ils peuvent aller, et donc il n'y a pas besoin forcément de dispositifs supplémentaires. Si à un moment donné vous consommez un instant T et que vous produisez avec vos panneaux solaires, donc même si vous allumiez une lumière, vous branchez votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre, ça utilisera l'énergie solaire. Si vous ne faites rien, dans ces cas-là, ça sera directement réinjecté au réseau. Donc ça se fait de manière automatique. Voilà. Alors, bon, pour une définition un peu plus générale, une présentation un peu plus générale de ce qu'est le photovoltaïque, donc il s'agit vraiment d'une centrale solaire convertissant l'énergie solaire en électricité. Donc, comme je l'ai dit, l'avantage, c'est une source d'énergie, ce qu'on dit renouvelable, même plus inépuisable, puisque ça dépend du soleil. Donc là, a priori, le soleil est là pour quand même un bon moment. Faible émission de CO2, donc bien sûr, on parle bien dans la durée de fonctionnement, hein, bien sûr, ça émet quand même du CO2, hein, mais dans la durée du fonctionnement, donc de 20, 25 ans, même voire 30 ans de fonctionnement, ça n'émet pas de CO2. Il y a de possibilités, comme je l'ai dit, donc d'autoconsommation et de revente d'électricité, donc génération et gains financiers. Et l'entretien aussi, hein, ça c'est important, l'entretien est relativement simple, le coût de maintenance est faible, c'est à peu près une fois par an pour vraiment, si vous voulez vraiment faire les choses très bien, et ça se démantèle assez facilement généralement. Dans les contrats de maintenance, il y a toujours une clause pour le démantèlement, à savoir que la personne qui exploite, enfin qui maintient l'installation a une obligation de recycler son installation solaire. Et donc, ça, c'est des choses. Et donc, forcément, on peut régénérer un dernier profit pour le démantèlement, au moins pour amortir le coût du démantèlement. Forcément, on vous a mis des petits inconvénients. Voilà. Donc, la production est dépendante de l'ensoleillement, donc variations saisonnières, météorologiques. On sait que l'année 2000, surtout l'été 2024, n'a pas été très bonne en termes d'ensoleillement en France. Et donc, forcément, il y a eu une production solaire qui a été diminuée. Mais il ne faut pas penser tout de suite, s'il y a des nuages, il n'y a pas de production. Il y a quand même une production qui s'effectue, même dans les cas où c'est nuagé. Il y a forcément une nécessité d'avoir une surface adaptée. Donc ça, je pense que c'est peut-être sinon il y aurait des panneaux solaires partout. C'est la toiture elle doit être apte à accueillir des panneaux solaires. Il doit avoir de la place. Donc on vous a mis là à droite quelques exemples de toitures qui sont intéressants. J'ai même mis aussi en bas là où il a fallu quand même on va dire, s'arranger pour trouver la bonne place. Il y a quand même, on va dire, une certaine flexibilité, mais forcément, on met des choses carrées ou rectangulaires en toiture. Il faut avoir de la place pour ça. Le rendement est aussi lié à l'orientation et à l'inclinaison. Ça, c'est un peu lié à la surface adaptée. Donc, si on a une toiture inclinée et qu'elle est exposée, je ne sais pas, nord, qui est très fortement inclinée, forcément, ça ne sera pas intéressant. Donc, il faut avoir quand même des conditions adéquates et un investissement initial parfois élevé. Alors, forcément, comme tout investissement qui a une forte rentabilité, il y a un prix d'investissement initial qui est quand même relativement élevé. Alors, c'est pas la plus élevée, hein. Je pense notamment à tout ce qui est solution biomasse,
biomasse ou des pompes à chaleur, ça peut être très, très fort. Mais en fonction de la taille de votre installation solaire, ça peut être quand même élevé. Il faut avoir des fonds pour faire ça. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit exemple de coût. Donc, pour une toiture de 1200 mètres carrés, donc vraiment au niveau de la toiture, on peut mettre une puissance de 100 kW. Donc, bon, je ne l'ai pas mis, mais 100 kW crête. Bon, si vous voulez, je peux venir dans les détails juste après, mais voilà. Et on estime que c'est à peu près de 130 000 euros hors taxe d'investissement. Voilà. Donc, c'est quand même une somme relativement conséquente, mais bon, c'est quand même aussi une installation, on va dire, d'une taille moyenne. Voilà. Alors, dans tout ça, forcément, comment procéder aussi, hein, juste, voilà, donc l'intérêt d'une faisabilité, c'est se questionner sur tous les sujets qu'on a pu aborder jusqu'à présent, que j'ai pu vous expliquer, de regarder la place disponible, en fait, d'anticiper les coûts d'une installation future et aussi anticiper les coûts, on va dire, un peu cachés, c'est-à-dire pouvoir regarder donc de combien va coûter peut-être une réfection de toiture et tout ça. Donc, pour résumer, donc, une faisabilité, ça sera toujours la même phrase, mais avoir une vision 360 avant de se lancer dans les travaux, donc c'est-à-dire analyser toutes les dimensions d'un projet, les contraintes techniques, l'implantation de la centrale, je n'en ai pas parlé, mais le raccordement électrique, votre tableau général basse tension n'est pas forcément tout de suite à même à accueillir une installation solaire. Il faudra peut-être la changer, mais dans ces cas-là, est-ce que ça impacte et comment ça impacte la rentabilité du projet? C'est l'intérêt d'une faisabilité et l'estimation précise des coûts, comme je vous le disais, donc des coûts d'investissement et de retour sur investissement. Il y a aussi les contraintes réglementaires. Voilà, donc il y a les permis de construire, déclaration préalable de travaux. Il y a aussi tout ce qui est normatif. Bon, ça, c'est forcément le cas vu qu'il s'agit d'une installation électrique. Mais juste en termes d'autorisation administrative, dans une faisabilité, on va quand même prendre le temps de contacter votre assureur. Par exemple, s'il a des contraintes spécifiques à donner, les pompiers, donc le SDIS, sont aussi contactés. Les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, s'il y a un sujet, sont contactés aussi. Donc voilà, donc ça c'est aussi l'intérêt de faire une faisabilité, c'est d'anticiper ces contraintes. On regarde aussi forcément les contraintes logistiques et humaines, donc la coordination des équipes d'installation. Donc on peut faire un planning, de la sécurité, notamment sur l'accessibilité à la future installation et voilà. Et tout ce qui est contraintes économiques, donc ce que j'ai mis, donc les subventions et les aides financières potentielles, ça c'est important. Donc il y a les subventions d'un côté, on va dire à l'échelle de l'État, mais il y a aussi les subventions à l'échelle régionale. Ces subventions régionales dépendent de chaque région, sont pas du tout normalisées. Donc ça c'est l'intérêt aussi d'aller regarder et de voir quelle démarche enclencher avant de se lancer dans un projet de travaux. Et après, bon, c'est aussi l'intérêt d'avoir un modèle économique. Donc, juste pour résumer un petit peu, voilà, donc là, je vous ai mis un peu, donc ça, c'est aussi dimensionner au mieux le système pour optimiser l'autoconsommation. Donc, on sait très bien que l'autoconsommation est beaucoup plus rentable que la revente, notamment puisque les prix de revente sont toujours plus faibles que le prix d'achat que vous payez, donc votre électricité. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc là, je vous ai mis un petit graphique, j'ai fait un petit graphique. Donc on parle donc de l'évaluation du potentiel photovoltaïque. Voilà, donc qui est quand même voilà l'intérêt d'une faisabilité première, mais qui découle de plusieurs sujets que je viens d'aborder. Donc le potentiel, la rentabilité, les contraintes techniques et réglementaires, les objectifs de production et d'autoconsommation, et l'optimisation des coûts et des financements. Voilà. Alors, je vous ai mis un mini guide pratique pour faire un repérage préliminaire des toitures, donc se dire bon voilà, donc peut-être que certains d'entre vous ici ont déjà été abordés par une société d'installateurs photovoltaïques, donc c'est intéressant de pouvoir aussi soi-même déterminer si notre toiture est viable. Donc, déjà, est-ce que la taille est suffisante? J'en avais déjà parlé, donc on estime, moi j'ai mis quelques petits ordres de grandeur, bien sûr c'est à voir au cas par cas, mais pour une toiture inclinée, 500 mètres carrés, ça commence, on va dire, à être intéressant et on peut se poser la question du photovoltaïque. Pour les toitures terrasses, on est capable de plus optimiser la place et donc c'est 200 mètres carrés. L'orientation idéale, donc c'est le sud, forcément.
Mais est et ouest sont possibles quand même et nord est déconseillé, mais n'est pas, proscrit non plus, puisque, on va dire avec une inclinaison vraiment petite, quasiment bon, dans ce cas-là, on triche un peu, quasiment à plat, ça peut être intéressant. Donc c'est pas forcément, un rédhibitoire. Les obstacles présents, donc là, je vous ai mis un petit, voilà, on a modélisé un cylindre. Forcément, s'il y a un énorme arbre, il y a un énorme silo au niveau de la toiture exposé sud, forcément, ça sera rédhibitoire. Voilà, donc il faut la regarder un petit peu les obstacles. Et forcément, l'état de la toiture. Donc déjà, s'il y a des fuites ou de la détérioration visible, alors c'est pas forcément, on va dire, feu rouge, hein, mais c'est plutôt très bien. Donc dans ces cas-là, il faut réfléchir donc sur un sujet différent, on va dire de manière différente. C'est-à-dire que s'il y a des fuites ou une grosse détérioration, alors d'abord il faut refaire sa toiture et pourquoi pas penser à un projet photovoltaïque en même temps. Voilà. Donc, mais du coup, ça sera deux choses différentes. Ou alors, s'il y a une détérioration, mais bon, qu'il n'y a pas de contrainte, voilà. Donc forcément, il va falloir faire sa toiture si on veut du photovoltaïque. Et dans ces cas-là, ça sera forcément économiquement moins intéressant. Donc voilà, vérifier l'accès accessible pour l'installation. Donc forcément, si c'est une toiture terrasse, donc déjà, si on a une toiture technique, on sait déjà qu'on aura une accessibilité pour la maintenance. Voilà, donc des structures adaptées au poids des panneaux, c'est-à-dire que là, par exemple, pour le cas d'une toiture terrasse avec des dalles béton, forcément, si c'est une zone technique, la toiture, ça a déjà été pensé pour accueillir des personnes. Et les contraintes réglementaires, donc vérifier les restrictions locales, notamment en termes de PLU et des architectes des bâtiments de France. Alors, encore une fois, ça, on peut toujours faire en fonction, mais ça sera vraiment un sujet. Je pense notamment à la dernière étude que j'ai faite. Là, forcément, nous, on a vraiment beaucoup discuté avec un architecte, donc l'architecte qui couvre cette zone, et il y aura un sujet, et ils vont devoir normalement directement se déplacer sur place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous êtes un bâtiment protégé, vous pouvez quand même réfléchir, vous pouvez quand même demander aux architectes des bâtiments de France de se déplacer. C'est une prestation gratuite et vous pouvez directement vous approcher de votre mairie pour faire ce genre de choses. La consommation électrique, forcément, si vous n'avez que des lampes que vous n'utilisez pas beaucoup, voilà, donc c'est moins intéressant. Si vous commencez à produire votre chauffage ou même climatiser votre bâtiment, forcément, l'intérêt du photovoltaïque est plus fort. Et aussi, hein, ce que je conseille constamment n'importe qui à faire, c'est regarder son bâtiment sur Google Earth. Alors tout le monde l'a fait un peu voilà, par curiosité. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir votre bâtiment modélisé en 3D sur Google Earth, c'est toujours intéressant d'aller regarder parce que vous allez pouvoir voir des détails et avoir une autre vision de votre bâtiment, la vision du haut que vous n'avez pas généralement quand vous y êtes. Voilà. Hop, voilà. Alors, bon, on vous a mis une petite slide sur la loi Aper. Donc là, voilà, donc c'est beaucoup d'informations. Je pense que vous êtes déjà un peu au courant. Donc déjà, la loi Aper, ça concerne beaucoup, après, entre autres, hein, parce qu'il y a pas mal de sujets sur la loi Aper, mais déjà les parkings extérieurs, 1500 mètres carrés, et il faut couvrir 50% de sa surface avec des ombrières photovoltaïques. Voilà, ça c'est l'intitulé un peu de la loi Aper. Maintenant, si on regarde un petit peu plus, donc déjà les échéances, si vous êtes gestionnaire, donc déjà, oui, voilà, c'est quelque chose qui est important, ça concerne les gestionnaires du parking. Si vous possédez un parking, mais vous ne l'exploitez pas, c'est une société tierce, ça sera à cette société tierce de faire l'installation. Inversement, hein, bon, je pense pas que cette situation est plus fréquente, mais si vous exploitez, vous n'êtes pas propriétaire d'un parking, mais vous l'exploitez, dans ces cas-là, c'est à vous de mettre les ombrières. Voilà. Donc, il s'agit des échéances, ça va dépendre du coup de la taille de votre parking. Donc, 10 000 m², donc c'est 2026, donc c'est dans quelques mois. Et sinon, pour 1500 m², c'est 2028. Alors, pour ce qui s'agit du calcul, hein, je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, donc le calcul de la surface assujettie. Donc déjà, on doit prendre en compte tous les emplacements de stationnement de véhicules et leurs remorques. Il faut aussi prendre tout ce qui est voie et acheminement de circulation. Donc,
ça facilite un peu le calcul, mais voilà, donc tout ce qui est route pour accéder à l'emplacement de stationnement, on prend en compte. Maintenant, et tout ce qui est aménagement et zones de péage permettant l'accès aux emplacements. Donc vraiment, concrètement, on prend tout le parking, on n'essaye pas de regarder les petites zones qui seraient peut-être un peu moins à prendre en compte. Voilà. Certaines zones sont quand même à exclure, notamment pour tout ce qui est accès aux pompiers, espaces verts. Donc voilà, donc déjà si vous avez des arbres dans votre parking, déjà, donc il faut prendre un peu, c'est un petit calcul à faire, mais vous considérez votre arbre comme un cylindre. En fait, tout l'ombre portée de cet arbre-là est à retirer de la surface assujettie à la loi APER. Voilà. Donc ça, c'est un peu intéressant. Alors forcément, on ne va pas commencer à mettre des arbres. Alors, si vous voulez le faire, c'est bien, mais dans ces cas-là, c'est beaucoup moins rentable, comme vous pouvez le pressentir. Voilà. Donc il y a forcément, voilà, j'en parlais, mais des possibilités d'exonération, notamment donc en cas de non-faisabilité donc financière démontrée. Si l'installation n'est pas rentable, concrètement, on ne vous oblige pas à le faire, mais dans ces cas-là, il faut quand même avoir une étude technico-économique rigoureuse faite par un organisme certifié pour justifier de cette non-faisabilité. Voilà. Donc il y a aussi l'installation n'est pas compatible avec des obligations de sécurité, de patrimoine ou les réglementaires. Donc, là où peut-être l'ABF pouvait mettre son veto sur un des projets, peut aussi mettre son veto sur la loi APER. Donc ça va dépendre du patrimoine qu'on considère. Et voilà, en cas de risque de non-conformité, il y a quand même des sanctions financières qui peuvent être appliquées, qui sont quand même relativement importantes. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, il n'apparaît pas ici, mais voilà. Et en plus de ça, c'est en fonction de la surface. Donc, ça peut être vraiment très, très important et en fonction aussi du retard dans l'application des mesures. Voilà. Super, merci beaucoup Gwendal. On a une première question de Monsieur Bousquet pour savoir justement avoir un détail sur la loi APER. Est-ce qu'on parle des anciens parkings ou est-ce que les nouvelles constructions seulement dans ce sujet de la loi APER? C'est une très bonne question. Alors nous, en fait, je pense que c'est un peu notre approche historique chez Alterwatt. On est des acteurs de la transition énergétique, donc on travaille sur l'existant. Donc là, tout ce que je vous ai donné, c'est sur l'ancien. Pour tout ce qui est nouvelle construction, donc ça va dépendre aussi du dépôt de permis construire, c'est des échéances différentes. Voilà. Donc à faire attention, là on parle vraiment que de l'ancien, que de l'existant. Super, merci beaucoup Gwendal. Je vous ai rajouté également cette slide. Voilà, on a créé un arbre de décision sur la loi APER pour savoir si vous êtes assujetti, si vous êtes conforme, qu'est-ce que vous devez faire. Je vous ferai je vous partagerai à la suite de ce webinaire ces différentes slides, notamment pour que vous puissiez relire, mais aussi pour que vous puissiez, voilà, via le lien, accéder à cet arbre de décision si vous voulez savoir si vous êtes assujetti selon tous les critères. Voilà, cet arbre vient le résumer de manière assez précise. Et donc ensuite, on voulait vous parler aussi rapidement, avant que je relaisse la parole à Gwendal, qui vous parlera d'un cas concret en fait qu'on a accompagné. Je voulais vous parler aussi des qualifications OPKIBI, des aides, des exonérations dont on a pu parler dans la loi APER. En fait, voilà, que dit la loi APER, notamment sur les sujets d'exonération ou ce que demande l'ADEME pour les aides, c'est d'avoir une étude d'un bureau d'études avec une certification, et l'OPKIBI aujourd'hui sert à ça. C'est un label, voilà, qui a pour objectif d'offrir un renseignement fiable des capacités d'ingénierie des organisations en France. Donc, pour ce genre d'organisation va permettre
donc de garantir une expertise technique, d'obtenir, donc comme je le disais, des aides publiques, de baisser aussi les coûts d'assurance, d'installation, vu que les assurances vont être sûres que l'étude de viabilité qui a été faite est de qualité, et de justifier une exonération dans certaines lois. Et dans notre cas, c'est le cas. Donc, Alterwatt, nous, on a cette certification OPKIBI 2011, voilà, qui concerne l'étude d'installation de production utilisant l'énergie solaire photovoltaïque. Et donc, un rapide détail sur l'obtention d'aides publiques, vu que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser, évidemment. Donc, l'ADEME, aujourd'hui, veut bien accompagner les prestations externes d'études de faisabilité photovoltaïque à hauteur de 60% dans la limite de 100 000 euros de dépenses éligibles. Alors, une étude de faisabilité de 100 000 euros, on a un peu de marge quand même. Ça commence à être des projets vraiment phénoménaux pour avoir une étude de ce prix-là. Alors malheureusement, ça ne concerne pas toutes les régions, ça concerne les régions les plus ensoleillées de France, donc que je vous ai listé. En revanche, sur le reste des régions, donc là, ça concerne l'aide de l'ADEME. Sur le reste des régions, il peut y avoir aussi des aides régionales et que j'ai pas listé vu qu'il y en aurait trop, mais c'est aussi important aussi pour ça d'être accompagné pour pouvoir bénéficier de toutes les aides possibles. Et donc, sur la partie de justification d'exonération, voilà, on l'a déjà un peu listé, mais donc cette étude va pouvoir démontrer qu'il y a des contraintes techniques de sécurité, des contraintes architecturales, patrimoniales ou environnementales, ou alors disproportion économique, donc que le projet n'est pas viable en lui-même. Voilà, alors je suis désolé, je pense Gwendal voilà, revient. Je Il va reviens. pouvoir nous parler du cas concret qu'il a accompagné, ainsi de la commune de Chaponneau. Voilà. Alors, j'ai pris ce cas concret parce que peut-être, enfin, certains, alors peut-être c'est pas votre cas, mais en fait, c'est pour montrer un peu que même quand on pense que l'installation solaire n'est pas forcément viable par rapport à l'utilisation qu'on fait de son bâtiment, finalement, avec le système d'autoconsommation, de revente du surplus, on peut s'en sortir. Voilà. Donc là, donc pour le cas qui nous intéresse, donc il s'agit d'une école et d'un centre culturel et sportif dans la commune de Chaponneau, donc dans la banlieue de Lyon. Voilà. Donc là, on était sur une typologie de toiture inclinée. Donc on n'est pas sur des toitures terrasses, on est sur des toitures inclinées qui posent quand même aussi pas mal de contraintes supplémentaires. Voilà. Alors, donc l'objectif, c'était d'installer une production, une installation photovoltaïque pour produire et ajuster aux besoins du site. Donc là, l'intérêt, c'était de maximiser l'autoconsommation et donc réaliser une distribution directement via le tableau électrique général du site. Donc, penser à l'intégration, à la consommation locale pour maximiser, du coup, comme je le disais, l'autoconsommation et limiter l'injection réseau. Bon, concrètement, ça, c'est aussi à la suite des discussions qu'ils ont eues avec nous, puisque, encore une fois, le modèle d'autoconsommation sera toujours plus rentable que l'injection au réseau. Donc, les contraintes, c'était l'espace limité. Comme je l'ai dit, c'était toiture inclinée, donc forcément, on ne sait pas trop où on va. C'était aussi la typologie un peu du bâtiment. Si on regarde un petit peu en haut, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Hein. Bon, pas grave, mais sur l'image du haut, on voit qu'il y a une partie, ça fait un petit T, mais aussi ça fait un L. Donc ça, c'est toujours un peu plus complexe. Et donc forcément, il y avait une structure aussi existante un peu vétuste. Donc forcément, ils ont dû faire une étude de charge pour l'implantation de panneaux. Et forcément, une école, ça ne consomme pas forcément. Ils étaient en chaufferie, il y avait une chaudière gaz, et donc, forcément, il n'y avait pas une énorme consommation électrique. Voilà, donc quand on a fait la faisabilité, on a regardé, comme je l'avais dit un peu avant, les appels de puissance. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une courbe de charge
donc là, ça, c'est vraiment un peu le centre de la base des données qu'on va utiliser pour déterminer la rentabilité, le taux d'autoconsommation, pardon, de la future installation. Donc, on regarde cet appel de puissance et à partir de ça, on regarde donc soit qu'on va la maximisation des gains total à l'issue de la durée de vie de la centrale, c'est-à-dire on installe généralement, hein, on installe la plus grande installation possible, mais dans ces cas-là, on investit beaucoup. Alors, juste, je ne sais pas comment faire, mais je n'ai pas accès à toute la slide. Je la connais pas par cœur, malheureusement. Bon. Donc, bon, je fais de mémoire. Soit on va plutôt maximiser donc le taux de rentabilité, c'est-à-dire on fait un investissement initial et en pourcentage, on récupère un temps de, voilà, on va dire 10, 12, 20% de notre investissement initial. Donc ça, c'est souvent, beaucoup de personnes regardent beaucoup ce paramètre-là parce que une installation solaire, finalement, on peut voir vraiment ça comme un investissement, contrairement à un changement de chaudière, où là, on répond à un besoin. Là, on peut voir vraiment comme un investissement financier. On met un investissement, donc on a un coût initial et après, on a un taux de rentabilité à l'issue. Ou soit plutôt, on va regarder en termes d'efficacité énergétique avec le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. Alors, je n'ai pas encore parlé, donc juste pour revenir à la slide juste avant, l'autoproduction, c'est notamment important. Non, juste du coup, là, ouais, c'est ça. D'autoproduction, c'est donc là, on voit la courbe de charge ici, c'est la part sur la consommation, donc on part de la consommation globale du site et la part de cette consommation qui vient du solaire. Donc, à opposer un peu à l'autoconsommation, qui sont deux phénomènes assez liés mais différents. Donc, autoproduction, on parle de la consommation totale du site et on va regarder la part du solaire dans cette consommation globale. Et l'autoconsommation, c'est plutôt la part de la production solaire qu'on va venir consommer. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette question. Je sais que c'est pas forcément toujours très clair. Donc voilà. Donc l'autoproduction, c'est notamment, j'en ai parlé pour le décret tertiaire. Voilà. Donc là, je vous ai montré un peu. Donc là, on est venu modéliser le bâtiment en 3D et regarder directement. Donc là, en phase de faisabilité, on va vraiment mettre virtuellement, donc là il s'agit d'une modélisation, les panneaux solaires pour étudier l'implantation des panneaux en toiture. Voilà. Donc là, notamment, on a utilisé le logiciel PV6, qui est peut-être le logiciel de référence. Il y en a d'autres, mais voilà. On préfère utiliser ça. Et donc, on va scénariser un peu. Et on regarde donc le potentiel solaire, donc le nombre de panneaux solaires maximum qu'on peut mettre en toiture. Et en fait, on va regarder donc on va dire, si on met un panneau solaire, on va avoir ce taux d'autoproduction, ce taux de consommation et ce retour sur investissement. Et on va faire ça jusqu'à atteindre le maximum de panneaux solaires qu'on peut faire. Donc, c'est l'optimisation en fonction de la puissance, ce qu'on appelle. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. On a tout un tas de graphiques qu'on génère. Et en fait, pour chaque scénario, donc un panneau solaire, même 10 panneaux solaires, pour 10 panneaux solaires, on va regarder tous les paramètres financiers et énergétiques qui seront générés par cette installation. Voilà. Pour justement, dans une optique de dimensionner parfaitement l'installation future. Et après, on essaie de choisir, on va dire, un scénario un peu type, et on regarde donc la production, l'autoconsommation. Donc là, vous avez une courbe. On voit ce qui est produit et consommé, donc l'autoconsommation, le sous-tirage réseau, donc qui baisse un petit peu quand la production solaire augmente, et l'injection réseau, donc ce n'est que la différence entre ce qui est produit et consommé et ce qui est consommé et ce qui est produit. Voilà. Alors juste ça, je vais m'attarder un petit peu sur les mois de juin, juillet et août. Une crainte que beaucoup de personnes ont, c'est, mettons, nous sommes une école c'est fermé juillet et août, alors pourquoi on irait mettre des panneaux solaires, sachant que c'est les mois où il y a le plus de production?
si on regarde, généralement, et ça c'est vraiment, je peux faire une généralité là-dessus, vraiment parce que là, je l'ai observé à chaque fois, il y aura toujours une consommation sur n'importe quel bâtiment en juillet-août. Donc ça va permettre déjà d'amortir d'un certain degré la production. Et il y a aussi l'injection réseau qui est fait aussi pour combler ça. Donc on a quand même les mois de mai, juin, septembre, qui sont un peu en périphérie, où il y a quand même beaucoup d'ensoleillement, où on aura un fort taux d'autoproduction. Mais voilà, donc même si en juillet, on consomme généralement moins, les gens sont en vacances par exemple, on a quand même une rentabilité qui est générée à ces périodes-là. Voilà. Et là, donc, vous avez un peu le tableau récapitulatif. Donc là, peut-être il manque, peut-être oublié de mettre en haut. Donc là, il y a un scénario 1, 2, 3 pour chaque bâtiment, donc pour l'école et pour le centre culturel et sportif. Et vous pouvez voir un peu notamment tout ce qu'on a étudié, tous les paramètres, donc, que ce soit le coût annuel de maintenance. Donc quand on parle de coût annuel de maintenance, on parle vraiment de tout, qui peut être un peu majoré. Par exemple, là pour les scénarios ici, on voit que ça a été un peu majoré puisque on va dire qu'on a une accessibilité assez difficile. Mais voilà, même pour voilà, donc on voit le temps de retour sur investissement qui était vraiment, en l'occurrence, c'était aussi parce qu'il y avait une forte consommation de fonds sur ces sites-là. Ce qu'on appelle le talon de puissance, c'est l'appel de puissance minimale dans le temps qu'on effectue. Et donc forcément, là, dans ces cas-là, on avait quand même des scénarios à forte rentabilité. On voit aussi et même ici, moi, j'étais parti du principe que le tableau électrique n'était pas compatible. Donc, c'est-à-dire que j'ai rajouté quand même 10 000 euros, même voire 20 000 euros parfois. Ce n'est pas rien quand même. Et là, même encore, en fait, finalement, ça a impacté bien sûr forcément la rentabilité, mais on voit qu'on reste sur un scénario complètement rentable. Donc ça, c'est déjà quand même une bonne nouvelle. En fait, on a la génération de profit absorbe souvent les coûts supplémentaires d'une installation. Donc, voilà. Après, forcément, bien sûr, je ne suis pas là pour vendre du rêve. On était quand même à Lyon, on était quand même dans une région ensoleillée. Mais c'est pour ça aussi que c'est important d'étudier ça, parce que en fonction des scénarios, en fonction des conditions, et il y a tout un tas. Là, vous voyez, le tableau est quand même, il y a quand même pas mal de chiffres. En fonction de tout ça, en fait, ça va changer la rentabilité. On va pouvoir quand même peut-être s'en sortir. Voilà. Je vous ai mis. Ouais. Je pense que... Pardon, vas-y. Je vais te demander d'expliquer aussi ce graphique que tu as. Oui, c'est ce que j'allais faire. Donc là, c'est la vanne par poste, donc la valeur actualisée nette, c'est le flux total financier à travers le temps. Et on voit que quand même, on voit le CAPEX, donc qui est l'investissement initial, les subventions, il y a aussi l'onduleur à changer, mais qui est pris en compte. Et on voit donc toute la quantité de profit qu'on a pu voir, donc réduction de la facture donc d'électricité, et aussi quand même, on a pu générer, donc là, on considère sur 20 ans. Sur 20 ans, c'est vraiment le scénario, normalement, je crois que c'est plutôt même donc EDF obligation d'achat, c'est sur 20 ans, et la plupart des panneaux sont garantis pendant 20 ans. Mais du coup, les installations durent à peu près 25 à 30 ans, par retour d'expérience, je parle. Et là, on voit quand même que les recettes, la revente d'énergie représente quand même une petite partie de l'installation, même si peut-être vous avez entendu parler de la diminution du prix de cette revente, ça reste quand même une certaine quantité de profit qu'on peut générer grâce à la revente encore actuellement. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive à la fin, ce qui est indiqué comme sous-total, c'est finalement le bénéfice qu'a représenté ce projet. Donc de 149 000 euros par rapport à un investissement initial de 50 000 euros. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre attention. Il y a une question de Monsieur Gorieux, Gwendal, qui reparle du coup de l'ordre de grandeur que tu as indiqué tout à l'heure. Donc pour 1200 mètres carrés, 100 kW crête et 130 000 euros hors taxe.
quelle est la production? Enfin, évidemment, ça va dépendre d'autres critères, mais est-ce que tu as une idée de la production, un ordre de grandeur à donner pour un projet de ce type? Bah, normalement, on part du principe, enfin, une production moyenne. Alors, en fait, pour le coup, ça va tellement dépendre de tellement de facteurs que c'est assez difficile. Donc, on part du principe qu'on génère à peu près 1 kWh pour 1 kW crête. Alors là, c'est vraiment une grosse simplification. Donc là, on peut voir. Donc ça, c'est par 1 kWh par kWh annuel, il me semble de mémoire. C'est ça. Donc là, on a généré donc 100 kWh avec 100 kW crête, on va dire. Pour vraiment simplifier au plus, mais après, forcément, donc on fait. Ça va tellement dépendre parce que même, en fait, même ce taux de production est complètement faussé parce qu'il n'est pas le même en fonction du temps. Et donc, en fait, je trouve que c'est pour ça que, à départ, j'avais mis une valeur, je ne sais plus c'était laquelle, mais j'avais jugé plus pertinent de l'enlever puisque, en fait, voilà, on ne peut pas vraiment se projeter sur une production théorique comme ça sans parler d'un cas concret. Super. Eh bien, merci beaucoup, Gwendal. Il est l'heure de terminer ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses, que ce partage d'informations vous permettra d'alimenter vos réflexions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Bien sûr, vous avez nos adresses mail à l'écran. Je vous partagerai également rapidement la présentation. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez réfléchir même sans vous engager, hein, réfléchir déjà à un projet pour qu'on puisse voir avec vous à quel point votre établissement pourrait bénéficier d'un projet viable de photovoltaïque. Est-ce qu'il répond aux différentes questions comme est-ce qu'il est assujetti à la loi APER, etc. Encore merci pour votre attention. Merci Gwendal pour ton expertise et à bientôt, nous l'espérons. Merci à vous. Bonne soirée à tous.